Alors, mon parcours, il y a 5 ans, du jour au lendemain, je suis rentrée dans le vaste monde de la cardiologie. Ça a commencé subtilement. J'ai eu des signes. Mais comme parallèlement, j'approchais d'un cycle menstruel, j'ai cru que les signes que je ressentais étaient liés tout simplement à des douleurs menstruelles. Parce qu'il faut savoir que je suis atteinte d'une pathologie chronique qui s'appelle l'endométriose. Et pour moi, en fait, ces signes s'apparentaient à tout simplement un cycle qui se présentait douloureux, comme j'avais pu l'avoir par le passé. J'ai commencé à me poser des questions quand j'ai senti des symptômes qui étaient très très présents, qui prenaient de plus en plus de place au fil des jours, jusqu'au point culminant qui a été en fait juste après ma journée de travail. Je me sentais vraiment très mal, avec une dégradation de mon état de santé générale au fil de la journée au bureau. Et en rentrant, en prenant mon train pour rentrer chez moi, et en voulant mettre mon sac à main sur mon épaule, j'ai senti en fait mon bras qui m'a lâché. Mais c'est revenu tout de suite. Ça a duré vraiment quelques secondes. Bon, je me sentais pas du tout bien, mais j'ai eu quand même l'énergie d'arriver jusqu'à chez moi. Je me suis arrêtée au passage à une pharmacie en leur disant écoutez, je me sens pas très bien, c'est bizarre. Est-ce que je peux avoir quelque chose d'un peu fort au-delà du paracétamol? Et puis je suis rentrée à la maison. J'ai pris une douche. Je n'ai jamais pris ces médicaments. Je me suis assise sur mon lit. Je me suis dit je vais m'allonger, ça ira mieux demain matin. Je me suis allongée et au bout de quelques secondes, je me suis redressée. J'ai eu comme un 6e sens qui me disait qu'en fait, si je m'endormais, je serais plus là. Et du coup, j'ai pris la décision d'appeler le SAMU. Je leur ai fait part du coup des symptômes que je ressentais. Ils m'ont dit qu'ils allaient m'envoyer quelqu'un. En attendant, j'ai appelé une de mes meilleures amies parce que je sentais qu'il se passait quelque chose en fait. Et j'avais besoin d'avoir une présence avec moi jusqu'à qu'ils arrivent et que je sois prise en charge à ce moment-là. J'ai commencé un petit peu à tiquer quand j'ai vu qu'ils voulaient pas me dire exactement ce qu'ils pouvaient percevoir, même si je sais aujourd'hui qu'ils ne savaient pas encore poser de diagnostic, mais le médecin avait peut-être des petits soupçons sur quelque chose au niveau cardiaque en tout cas. J'ai commencé en fait à me poser de plus en plus de questions quand, parce que j'habite en Seine-et-Marne, je dépends d'un certain gros hôpital et ils n'ont pas voulu m'emmener là-bas. Ils m'ont dit non, on préfère vous emmener dans un endroit plus spécifique. Et en fait, ces phrases-là ont déclenché quelque chose en moi et je me suis dit ah mince, c'est grave. Et du coup, je suis arrivée, j'ai été prise en charge directement aux urgences. Après, c'est vrai qu'il y a un petit peu de flou sur cette soirée-là. Je sais que je suis montée directement en couro. Et c'est qu'au petit matin, dans un réveil un peu l'esprit embrué, j'ai vu une blouse blanche assise dans un fauteuil en face de mon lit qui m'a dit voilà mademoiselle, vous avez eu un infarctus. À partir de là, mon monde s'est écroulé parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et plus précisément, j'ai fait ce qu'on appelle une SCAD, donc une dissection spontanée de l'artère coronaire. Et ce qui m'a sauvé la vie, c'est que cette dissection s'est passée en fait sur ce qu'on appelle une double voie, parce que les artères c'est un peu comme des autoroutes. Et donc il y a un côté qui a cédé, qui s'est disséqué, mais l'autre continuait en fait un petit peu à irriguer le cœur. C'est ce qui a permis de me maintenir en vie en tout cas. Mais comment ils font en fait, parce que je me dis ça s'ouvre, quoi, ils mettent une rustine, ils font quoi? Alors moi dans mon cas, ils n'ont pas mis de rustine. Est-ce qu'ils avaient peur en fait de fragiliser l'artère qui était touchée? Donc c'est l'explication que j'ai eue après. Donc je n'ai pas eu de stent, j'ai rien eu du tout. Ils ont essayé de soulager au maximum et puis surtout avec des traitements médicamenteux. Ah ouais, et donc ça se referme automatiquement, c'est ça? C'est la plaie se referme? Alors en fait, il y a ce qu'ils appellent une forme de cicatrisation qui se fait avec le temps, effectivement. Alors il y avait une partie de mon cœur qui commençait, dans leurs termes, ils disent brûler, à sténoser. Voilà, dû justement à ces plusieurs jours en amont où j'avais cet infarctus qui se passait, mais de manière silencieuse, on va dire. Voilà, il a fallu du temps pour que tout ça en fait puisse se cicatriser et puis bien sûr parallèlement un traitement à vie assez lourd parce que un traitement ça a quand même des effets secondaires même si c'est censé nous faire du bien évidemment. D'accord. T'es resté combien de temps à l'hôpital?
4-5 jours. D'ailleurs, je tiens à le dire, j'ai eu une super équipe autour de moi. Ils ont vraiment pris soin de moi, surtout qu'en plus, c'était une période qui était un peu complexe pour le milieu hospitalier, puisque on arrivait du coup à la fin, certes, mais de la période Covid. Et donc, tu es rentrée chez toi. Comment s'est passé ce retour? Parce que c'est d'une violence inouïe, en fait. C'est d'une violence inouïe parce que j'ai eu évidemment des explications, j'ai eu des échanges avec les médecins, mais malgré tout, on ne comprend pas. On est quand même dans le flou et on se dit surtout comment va se passer notre vie d'après. Surtout que moi, derrière tout ça, ils ont fait le choix de m'orienter vers l'hôpital Pompidou, qui est un très bon service vasculaire, pour pouvoir continuer en fait ma prise en charge et mon suivi. Et surtout, ils ne comprenaient pas pourquoi en fait j'avais fait cette SCAD, puisqu'a priori je cochais pas certaines cases pour subir en fait ce que j'ai subi à cette époque. Et c'est là où j'ai découvert, du coup, grâce à mon suivi chez Pompidou, que mon problème n'était pas forcément cardiaque. Il y a eu une incidence sur mon cœur, puisque c'est les artères de mon cœur qui ont disséqué, mais que j'ai une fragilité en fait sur mes artères, qui a créé du coup cette problématique. Cette fragilité, elle est due à quoi? Alors d'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à mettre un nom sur le pourquoi en fait de cette fragilité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tombe en fait dans ce qu'on appelle les maladies rares. Et tu le vis comment? Je le vis. Alors, c'est plutôt, j'ai appris à vivre avec, du mieux qu'on peut vivre avec ce genre d'annonce. Pour être très honnête, je vis avec une forme d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, puisque cet incident a laissé quand même évidemment des séquelles. Alors au niveau du cœur aujourd'hui, avec mon suivi cardiologie, j'ai des bonnes nouvelles puisque mon cœur a bien récupéré, il est voilà, donc ça c'est très bien. Mais je vis avec ce qu'on appelle des formes d'anévrisme au niveau du rein, au niveau de mon cou. C'est vrai que c'est difficile à vivre parce qu'on se pose des questions. On se dit, mais si un jour ce petit micro-anévrisme il grossit, est-ce que du coup je vais faire un AVC? Est-ce que je vais avoir mon artère du rein au niveau du cou de la carotide qui va céder? J'ai appris du coup à composer avec. Mais c'est vrai que psychologiquement c'est très dur. Je ne l'ai pas perçu tout de suite ça, parce que les choses se sont beaucoup enchaînées quand l'incident est arrivé. Dès que mon état l'a permis, je suis partie en centre de rééducation. D'ailleurs, je le conseille, vraiment. Ça m'a fait un bien énorme d'avoir cette prise en charge, de pouvoir récupérer et réapproprier mon corps. Parce que je me sentais diminuée. Je pouvais pas me lever sans sentir en fait une lourdeur. J'avais beaucoup de mal, de difficultés dans ma vie quotidienne. J'ai eu la chance d'avoir ma mère qui habite dans la même ville que moi, qui m'a énormément aidée. Ne serait-ce que pour m'aider pour faire ma toilette, faire à manger, des gestes du quotidien qui étaient compliqués. Heureusement que ça revient, évidemment, avec le temps. Donc on récupère. Mais effectivement, il faut du temps. Mais surtout, moi, 1 an après, j'ai eu un stress post-traumatique. Je pense que quelque part, je l'ai encore. C'était quoi les symptômes? Alors, c'était la peur de mourir tout le temps. Ça me quittait pas. J'arrivais pas à me projeter. Je n'arrivais plus à me projeter. Même un rendez-vous, sous 24-48 heures, c'était difficile pour moi de le dire. Parce que je me disais que tout peut arriver. Ça m'est arrivé, donc qui me dit que dans 1 heure, 2 heures, je peux être encore là, en fait. Ça change complètement la vision qu'on a du futur et la perspective de projet. C'était aussi des crises de larmes qui se déclenchaient parce que tout d'un coup, ça revenait, ça remontait. Et du coup, ça me déclenchait des crises d'angoisse. Ça a été aussi des bruits. Quand j'ai commencé du coup les sessions de rééducation, je devais en fait aller déposer un papier à l'accueil de ce milieu hospitalier. Et dès que je suis rentrée dans l'ascenseur, sentir cette odeur particulière qu'il peut avoir d'un hôpital, entendre le bruit, l'effervescence des médecins, j'ai une crise de panique dans l'ascenseur. Et puis après, c'était dans la rue, travaillant sur Paris, ou même en me baladant vers chez moi, dès que j'entendais une ambulance, des pompiers, le fait d'entendre les sirènes, ça déclenchait une crise. Je me figeais, je sentais les larmes qui montaient, tremblais, j'avais la chair de poule. Voilà, j'en ai parlé du coup à ma généraliste, qui m'a conseillé de voir quelqu'un. Et t'as mis combien de temps pour retrouver une certaine confiance en la vie? Moi, j'appelle ça comme ça,
Mhm. On se rend pas compte qu'on vit dans le quotidien avec une sorte de légèreté, en fait. Mais quand il arrive des épisodes comme ça, il y a tout de suite beaucoup de gravité sur ce que tu expliques. Oui, effectivement, ça dépend des moments. C'est vrai que le temps aussi a beaucoup travaillé en fait à me permettre de me libérer de certaines choses, mais on n'oublie jamais. C'est maintenant, on va dire, c'est tapis un petit peu plus profondément au fond de ma tête. Bien sûr, il peut y avoir des moments clés qui font que des fois, quand j'entends des choses, ça déclenche une petite remontée. Après, il faut savoir que c'est quelque chose que je pourrais jamais oublier, d'une part, et aussi parce que ça a changé complètement la personne que je suis. Je ne vois plus du tout les choses de la même manière. Et puis, il faut aussi l'avouer, je peux plus vivre normalement comme la Régine d'il y a 5 ans en arrière. Même si je veux oublier, je ne pourrais pas. J'ai des médicaments tous les jours qui me rappellent qu'il y a une problématique. Le fait qu'il y a des choses que je ne peux plus faire parce que cette fragilité des artères, du coup, me limite aujourd'hui dans ma vie. Certaines activités sportives que je n'ai pas le droit de faire. Il faut que j'évite le plus possible d'avoir des chocs. Ça peut sembler banal, mais ça prend son importance dans la vie quotidienne. Quelqu'un dans les transports qui passe et qui fait pas attention. Enfin, des petites choses comme ça, quoi. J'apprends à vivre avec. Ah, c'est indiscret. Non, c'est pas indiscret. C'est juste que le temps passe si vite. Alors, cette année, j'aurai 45 ans. Ah ouais, tu l'as eu super jeune. Et 40 ans, c'est là où, je sais pas, t'es même pas la moitié de ta vie, quoi. Ça bouscule les perceptions qu'on peut avoir sur le reste de la vie. Donc, exactement. Ouais. C'est ça. C'est pour ça que les médecins étaient surpris. Moi, je me revois encore. Ce médecin qui revient me voir en me disant on comprend pas. Est-ce que vous fumez? Non, je ne fume pas. Il s'est même penché sur moi en me disant vous pouvez tout me dire. Est-ce que vous avez pris des substances illicites? Non. Parce que par rapport au profil que je présentais, effectivement, il n'estimait pas que je cochais les cases pour avoir ce type d'épisode. Mais il s'avère que par la suite, très récemment, il y a 1 an, vu que j'essaye de m'instruire énormément sur ce que je vis, j'ai vu que maintenant, il y avait un lien qui était fait entre endométriose et des pathologies cardiaques. Alors, pas spécifiquement sur la SCAD, évidemment, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui commence à se dire et à se faire savoir. Alors, est-ce que ça a un lien vraiment avec le fait que j'ai l'endométriose? Je ne sais pas. Seul l'avenir le dira et la médecine et les recherches. C'est ce que je te disais, j'ai fait des podcasts avec Virginie Marchal, qui est une cardiologue à Aix-en-Provence, et elle disait que certaines pathologies cardiaques pouvaient trouver un terrain, en fait, dans l'inflammation. Et l'endométriose, vu que c'est un terrain inflammatoire, en tout cas, il y avait des recherches, mais elles sont tellement récentes. C'est ce que j'ai retenu, hein. Je suis pas médecin. Oui, moi aussi, j'avais entendu ça. Donc, je suis d'accord avec toi. Ouais. Avant de parler, justement, de la double pathologie, j'ai cru comprendre que tu vivais seule. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. Quand il arrive aussi un truc comme ça, il y a la confiance en la vie, il faut se remettre sur pied, etc. Mais il y a aussi tout l'aspect financier. Mm-hmm. Et la projection qu'on peut faire avec une telle pathologie sur si j'ai une récidive, comment je vais pouvoir payer la fin du mois, etc. Est-ce que toi, tu as vécu aussi ce rapport à devoir reprendre peut-être le travail vite au détriment de ta santé parce que tu es seule? Alors, dans mon malheur, j'ai eu quand même énormément de chance d'être très bien entourée et notamment d'avoir énormément de bienveillance professionnellement. Mon chef, et il m'a dit, écoutez Régine, on fera tout pour que vous soyez le plus sereine sur cette chose horrible que vous êtes en train de vivre. Donc j'ai pas eu de coupure à proprement dite financière. Après oui, il y a une période, parce que ça a duré quand même sur 1 année, où il y a une prise en charge qui a été faite en partie par la CPAM, mais ils ont toujours tout fait en fait pour que je me retrouve pas dans une situation de rupture financière. On m'a permis de rester en télétravail, on m'a permis de faire du mi-temps thérapeutique, de varier selon les horaires qui étaient confortables pour moi, jusqu'à que je me sente capable de faire une reprise à 100%. On va juste revenir sur comment on gère une double pathologie aussi grave l'une que l'autre. Alors, très honnêtement, quand la SCAD est arrivée, mon univers, ça a été que le cardiovasculaire.
j'ai laissé de côté totalement mon autre pathologie, l'endométriose. Bien sûr que j'en ai parlé, puisque voilà, les médecins questionnent vos antécédents, etc. Mais c'est vrai que c'était très axé sur le cardiovasculaire. Tellement axé sur le cardiovasculaire que quand mon état a commencé à stabiliser au bout d'un an ou deux, que du coup, lors d'un bilan complet, j'ai fait une IRM pour l'endométriose, et ben, la pathologie avait pris du terrain. Aujourd'hui, je me retrouve avec des atteintes qui sont beaucoup plus poussées, beaucoup plus étendues, et surtout avec une grosse problématique aujourd'hui. Je suis un cas très complexe pour la médecine, d'une part parce qu'ils ne savent pas pourquoi j'ai eu ce problème de SCAD, et pourquoi aujourd'hui il y a cette fragilité. Et vis-à-vis de ça, dans les traitements que je peux prendre pour l'endométriose. Ce qui fait que ça a pour effet aujourd'hui de faire que je n'ai aucun traitement pour l'endométriose, à part des choses voilà, qui peuvent me soulager pour les douleurs, mais à des doses et des médicaments très minimes. Voilà, j'ai plus le droit de prendre de l'Antadis, par exemple, donc ça se limite à du paracétamol. Aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que j'essaye de me soulager du mieux possible par rapport aux douleurs et tous les désagréments que je peux avoir certains mois avec mon endométriose. Mais à l'heure actuelle, non, j'ai pas vraiment de solution. Alors, par contre, je dois le dire quand même, ma gynécologue, je suis allée voir aussi d'autres médecins, des chirurgiens, des spécialistes de l'endométriose. Ils essayent de discuter de mon cas, de trouver des alternatives, des solutions. J'ai essayé certaines molécules, ça n'allait pas, mais ça c'est mon cas. Voilà, je tiens à le préciser, moi ça se passe comme ça, mais peut-être que pour d'autres personnes, ces molécules pourraient fonctionner. Pour l'instant, chez moi, ça ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, on va dire, j'ai une forme, entre guillemets, de rupture, en tout cas médicamenteuse, pour l'endométriose. J'ai l'impression, en tout cas, que par rapport à ce que tu expliques, que c'est soi-même quasiment... On doit faire son petit truc, c'est-à-dire le cardiologue, la gynécologue, le médecin traitant. Constamment, oui. Et on se retrouve peut-être à faire des choix qui sont compliqués, quoi. Oui, c'est très compliqué. Je passe mon année à courir de rendez-vous en rendez-vous. Des fois, j'ai des mois où je souffle. D'ailleurs, je suis même étonnée. Je me dis quoi? J'ai aucun rendez-vous ce mois-ci. Ça me semblait limite bizarre en me disant j'ai peut-être loupé le coche. Non, c'est bon, Régine, tu as un mois devant toi, voire deux. Comme je l'ai toujours dit, moi, la santé avant tout. Je ferai tout pour privilégier ma santé et me permettre d'avoir le plus possible une santé qui soit bien prise en charge. Mais c'est vrai que oui, mon univers pendant quasi 2 ans et demi a tourné autour de la SCAD, des conséquences de cette pathologie cardiovasculaire. Bien sûr, j'ai jamais oublié l'endométriose et aujourd'hui, voilà, je me retrouve avec cette difficulté parce que ça se télescope tout simplement et que pour l'instant, c'est compliqué parce que le premier traitement d'intention de l'endométriose, c'est la pilule. Selon certaines, c'est quand même des hormones et en même temps, il faut préserver le cardiovasculaire qui n'aime pas forcément certaines choses et ce qui fait que ça complexifie du coup cette prise en charge. La difficulté aussi que je rencontre, c'est que le manque, je pense aussi, d'échanges entre médecins. Parce que moi, d'un côté, j'ai mes médecins qui s'occupent de la partie endométriose et ceux qui s'occupent de la partie vasculaire et cardio. Et comme ils sont dans des endroits différents, du coup, la communication se fait pas, on va dire, facilement entre eux. C'est moi l'intermédiaire. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose où, à l'avenir, ce serait bien, en fait, qu'il y ait peut-être, ces deux univers qui se rejoignent un peu plus facilement. Quand c'est des médecins qui sont pas au même endroit, surtout. Oui, ou en tout cas une prise en compte de la spécificité de la santé des femmes, parce que là, l'endométriose, c'est féminin, la SCAD, c'est à plus de 90% d'après ce que j'ai lu féminin. C'est féminin aussi. Que c'est des pathologies hyper féminines. Oui, exactement. Peut-être que tu as des choses à rajouter vis-à-vis de ton histoire qu'on n'a pas abordées. Alors, il y a plein de sujets qui sont importants et que j'aurais pu aborder, mais là, je choisirais en fait la santé mentale. On se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir en fait sur une personne au niveau mental. De vivre au quotidien avec une fragilité, peu importe laquelle d'ailleurs. De devoir tous les jours en fait prendre des médicaments avec la composante que ça impose à travers des douleurs qu'on peut ressentir.
et des questionnements. Moi, je sais que des fois, je peux avoir des micro-douleurs et du coup, il y a une inquiétude qui se crée tout de suite en se disant mince, est-ce que c'est musculaire? Est-ce que c'est autre chose? Et psychologiquement, on doit vivre en fait et on doit porter des choses intérieurement qui sont lourdes. Le fait que ce sont toutes les deux des pathologies qui sont invisibles. Et les gens essayent de comprendre, mais ils n'arrivent pas vraiment à comprendre en fait comment ça nous atteint dans notre vie quotidienne. Donc ce serait surtout cet aspect-là, de la santé mentale et de se dire que il faut pas hésiter dès qu'on le peut d'essayer d'aller voir quelqu'un, que ce soit un psychologue, un hypnothérapeute, enfin la personne qui nous fait du bien pour pouvoir parler et dire les choses. Moi, c'est quelque chose que j'ai négligé et c'est arrivé comme un boomerang. Et aujourd'hui, je sais que j'ai encore cette fragilité, même si elle est contrôlée parce que j'ai réussi à la gérer, mais elle est encore tapie et elle ressort des fois à certains moments. Il y a des personnes qui me disaient mais oui, mais ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans. Non, en fait, on portera ça jusqu'à la fin de notre vie. Moi, chaque matin, quand je me réveille, je me dis, voilà, ça y est, j'ai coché une journée de plus et j'en aborde une nouvelle en espérant pouvoir la finir. Moi, c'est comme ça que je vis les choses aujourd'hui. Ça a été difficile. J'essaye de garder le sourire. J'essaye de rester une personne positive. C'est parfois très dur, mais je perds pas espoir parce que je me dis que j'ai la chance aujourd'hui d'être face à toi, de pouvoir vivre encore des choses. Et moi, j'ai eu cette chance. Voilà. J'aurais pu ne pas être de nouveau avec mes proches. On l'appelle comme on veut, mais me donne l'opportunité d'être encore là. Moi, je sais que la foi aussi m'a beaucoup aidée. Et j'essaye d'être à la hauteur, en tout cas. Et on apprend, en fait, à vivre avec cette peur. Et elle est tapie, quelque part. Tu vois, même cette émotion d'aborder à certains moments, certains passages. Mais c'est aussi un moteur. C'est un moteur aussi pour se battre. Et c'est pour ça aussi que j'aime donner du temps pour essayer d'aider, d'accompagner des personnes qui, elles aussi, vivent des choses, pour leur dire, vous n'êtes pas toute seule, et on va essayer de se soutenir et de se battre pour que les choses bougent, pour que effectivement la prise en charge des femmes soit un sujet de plus en plus important, et pour arriver, j'espère, à ce que la recherche médicale avance, pour qu'il y ait une prise en charge qui soit le plus tôt possible, pour éviter peut-être à des personnes de vivre ce que moi j'ai vécu tout simplement. Et en plus, l'endométriose émerge juste dans la société, mais je trouve que aussi l'infarctus, là aussi, on connaît le nom, mais on ne connaît pas cette maladie. Non du tout. On l'assimile beaucoup aux hommes. Même moi, avant que ça m'arrive, quand je regardais des spots TV ou même sur les réseaux, j'avais en tête les symptômes d'infarctus et tout. Et moi, ce que j'ai eu, mais ça n'avait strictement rien à voir. Je n'ai pas eu du tout les mêmes symptômes. Et c'est en rentrant dans ce monde-là que j'ai découvert que chez la femme, c'était très spécifique et que les symptômes étaient différents. Je l'ai appris quand c'était déjà trop tard, entre guillemets, pour moi, quoi. Et c'est pour ça que c'est important aussi qu'on prenne la parole, c'est pour ça que je fais ça, pour faire connaître aussi ces spécificités et pour faire émerger un autre discours. C'est important aussi qu'on entende des témoignages en fait de ce que ça implique sur la vie des gens. Ok, t'as eu un problème de cœur, mais ça s'arrête pas. Tu l'as fait, tu prends des médocs et puis ça va mieux. C'est que ça remet en perspective toute ta vie, tout ton mode de vie, tout ton entourage. Et ça aussi, je trouve que c'est pas abordé non plus. Non, du tout. C'est vrai. La peur de la récidive, qui est énormément présente aussi. Se dire, est-ce que ça va revenir? Est-ce que j'ai une autre artère qui va se disséquer? Est-ce que là où j'ai des traces, du coup, elles vont céder aussi au bout d'un moment? Oui, il y a beaucoup d'incertitudes sur des choses même anodines. C'est vrai que les gens se rendent pas compte à quel point en fait ça peut bouleverser en fait notre quotidien. À chaque fois que je veux essayer de faire quelque chose dans ma vie, je pense tout de suite au côté cardiovasculaire. Est-ce que j'ai le droit? J'en réfère toujours à mes médecins. Même des fois, des personnes de mon entourage me disent « Mais t'as pas besoin de demander à ton médecin. » Si, parce que je veux prendre aucun risque. Et des fois, dans des choses qui peuvent nous paraître simplistes, il peut avoir une problématique. Je vais te donner un exemple. C'est la dernière fois, je voulais faire... alors, c'est très féminin.
Je voulais faire un maquillage, tu sais, sur les cils, du truc permanent sur les cils. Ah oui. J'étais prête à prendre mon rendez-vous. Je me suis dit, je vais quand même aller voir les effets secondaires. Mais le truc que j'aurais pas fait avant. Et c'était marqué maladie cardiovasculaire, demandez l'avis de votre médecin. Voilà. J'ai dit non, je vais rester avec mes cils tout pourris, mais je vais pas le faire. Moi aussi, j'ai voulu faire épilation définitive. Ouais. Et pareil, quoi, j'ai dû référer aussi à mes médecins. Et puis, ça a aussi un impact même sur la vie privée. Moi, je sais que des fois, je me dis, bon, est-ce qu'une personne va accepter quelque part, en fait, mon état de santé? Après, attention, je vis le plus normalement possible, malgré tout, mais c'est vrai qu'on se pose quand même des questions, même au niveau de son intimité, sa vie de couple. On n'a pas envie forcément de faire porter, en fait, le stress, certaines angoisses qu'on peut avoir à quelqu'un d'autre. On n'a pas envie que cette personne nous voit comme quelqu'un de constamment fragile, par exemple. Il y a cet aspect-là aussi qu'on aborde peu. Si ça vous arrive et que vous étiez déjà en couple, très bien. Mais quand vous êtes célibataire et que vous vous posez la question de débuter une nouvelle relation, la question se pose de est-ce que je lui en parle au bout du premier ou du deuxième rendez-vous? Ou de toute façon, il va bien voir que j'ai une trousse bien garnie sur la table de chevet. Tous les matins, je trifouille dedans et le soir aussi. Donc, il va finir par se poser des questions. Enfin, voilà, c'est vrai que ça aussi, je trouve que en discutant avec toi, c'est un aspect aussi où on n'en parle pas trop. J'ai fait aussi un podcast sur ça. C'est vrai que c'est le dire ou pas dire, quand le dire, c'est une pathologie qui touche au cœur en plus. Donc il y a toute une symbolique. Et moi, ma grande angoisse, c'était, c'est passé ça. C'était de retomber amoureuse, même sur l'impact que ça pouvait avoir sur mon propre cœur. Parce que avec les variations, c'est bête, mais non, c'est des questions bêtes, mais je pense que je suis pas la seule à me les poser quand même. Et tu sais, quand tu tombes amoureux, t'as ton cœur qui se met dans tous ses états, etc. Je me suis dit, mais mon cœur, comment il va réagir? Tu vois, face au pic d'adrénaline, de machin. Exactement. Mais c'est une question légitime. C'est une question légitime. Moi, je sais que j'ai par exemple, des membres de mon entourage qui m'ont préservé de certaines nouvelles malheureuses parce qu'ils avaient peur de l'impact que ça pouvait avoir sur mon cœur, justement, en se disant, mince, on essaie de préserver Régine, on va peut-être pas lui parler de ça, pas tout de suite en tout cas, mais dans une espèce de cloche en verre. Ouais. Mais bon, ça reste. Après, la cardiologue m'avait rassurée en me disant que tomber amoureux, etc., c'était plutôt du positif et des bonnes ondes, que j'avais pas trop à m'inquiéter. Logiquement, oui. Sauf si on tombe sur des gens toxiques. Voilà, malheureusement, on ne le sait pas à l'avance. On ne le sait pas tout de suite. Non. Bon, bah, écoute, moi, j'ai pas de questions, j'ai plus de questions. Si tu as d'autres choses à rajouter. On réchappe pas d'une mort imminente en étant totalement indemne. C'est quelque chose qui nous marque et qui restera en fait à tout jamais. Et on doit vivre avec ça. Mais pour être quand même optimiste, si jamais des personnes nous écoutent et m'écoutent, on peut malgré tout vivre avec et tenter d'avancer, même si c'est pas facile à certains moments. Mais j'essaye de rester combative et de me dire que justement, ce temps que j'ai de nouveau ici, auprès de tous, je vais essayer, dans la mesure de mes possibilités et de mes forces, pour essayer de porter la voix des femmes, ne serait-ce que médicalement en tout cas. Et ben voilà. C'était mon mot de la fin, parce que tu vois, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais exprimer à la fin, voilà, tu l'as. Voilà. Merci d'avoir écouté Infarctus, le podcast qui parle tout simplement d'infarctus. Alors, si cet épisode vous a été utile, pensez à vous abonner et surtout à le partager à quelqu'un que cela pourrait aider. Et puis vous pouvez me laisser aussi un petit commentaire, ce serait super, ou me suggérer des thèmes pour les prochains épisodes. Prenez soin surtout de votre cœur et à très vite dans un nouvel épisode d'Infarctus.